Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Bienvenue sur les solos et duos du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parlerai de tous ces films qui n'ont connu qu'un seul volet, voire deux. La semaine dernière, je vous ai laissé choisir la première vidéo de cette rubrique. Je vous avais laissé le choix entre Le Bal des Vampires, ça, le téléfilm et le film, et Le Poséidon, trois films dont nous parlerons un jour, mais aujourd'hui vous avez choisi qu'on parle du Bal des Vampires. Et Le Bal des Vampires de Polanski, c'est un film avec lequel j'entretiens une relation toute particulière. Nous allons donc revenir sur la genèse de ce film, et dans une seconde partie, on reviendra sur certains moments qui du coup moi m'ont marqué, dans quel contexte j'avais vu le film à l'époque, et quelques éléments de mise en scène qui sont tout à fait remarquables même aujourd'hui. Et on se quittera avec quelques images à la fin de la vidéo sur la comédie musicale du Bal des Vampires, mise en scène par Polanski lui-même, que j'ai eu la chance de voir sur Paris à l'époque, et dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Si vous êtes d'accord avec le programme, je vous propose d'attaquer tout de suite. Parlons du Bal des Vampires. Ayant toujours été amusé par les films d'épouvante anglais qu'il voyait à Paris, déclenchant chez lui davantage de rires que des cris d'effroi, Roman Polanski met en chantier le Bal des Vampires en 1965. C'était les salles du quartier latin que je fréquentais avec Gérard Brache, mon co-scénariste et ami. L'audience, le public, c'était plutôt des étudiants, riaient à mourir. Plus c'était atroce, plus il y avait des rires dans la salle. Si Répulsion, son deuxième long métrage tourné en 65, fut un succès critique, Polanski fait le choix de s'éloigner de la société de productrice du film, avec qui les relations se sont détériorées. Il se rapproche d'un autre producteur, Marta Ransoff, qui vient d'acheter les droits du film Cul-de-sac, également signé Polanski, tourné entre Le Bal des Vampires et Répulsion, dans lequel ce dernier a mis en scène Jack McGowan, le futur interprète du professeur Abronsius du Bal des Vampires, et Ian Carrière qui jouera également dans Le Bal des Vampires sous les traits du fils du comte Von Krolok. Du coup, Cul-de-sac, un film important avec Donald Pleasence d'ailleurs, à l'époque très jeune, qu'on a revu après dans Halloween, une saga que j'aime beaucoup, et du coup, ce tournage de Cul-de-sac va être très important pour la mise en chantier du Bal des Vampires. Pour le rôle de Sarah, la fille de l'aubergiste et le centre de l'histoire du film, Polanski souhaite Gilles Saint-John, future James Bond girl dans Les Diamants sont éternels quelques années après, et c'est le producteur Marta Ransoff et son compère John Collet qui vont imposer Sharon Tate, déjà sous contrat pour la MGM, Polanski acceptant de la rencontrer par dépit tout en n'en voulant pas, même après leur rencontre. Ce n'est que sur l'insistance une nouvelle fois des deux producteurs, après avoir convaincu Polanski de lui faire des essais filmés, en costume et avec une perruque rousse, qu'il se laisse finalement convaincre pour le plus grand bonheur du film, mais cette rencontre forcée, sans qu'il ne le sache encore, conduira malheureusement la jeune femme vers un destin tragique. J'ai pas de mots d'ailleurs assez forts pour évoquer le destin de cette magnifique jeune femme qui, 2 ans après, j'ai pas envie d'en parler. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais voici avec quels mots Polanski a décrit sa rencontre avec Sharon Tate à l'époque. Je vous propose une citation. Ce qui m'avait le plus impressionné, tout à fait en dehors de son exceptionnelle beauté, c'était l'espèce de rayonnement qu'elle émanait d'une nature bonne et douce. Elle avait des blocages évidents et semblait pourtant complètement libérée. Je n'avais jamais rencontré quiconque qui lui ressemblât. Avant que le tournage ne débute en 1966, le scénario du film devait être soumis au bureau anglais des classifications de films, et la même chose pour les Américains, deux organismes qui en fait donnaient leur avis sur est-ce qu'on peut vraiment tourner ça ou pas, en fonction du vocabulaire utilisé ou de la morale qui s'en dégageait. Et j'ai quelques extraits des rapports qui ont été faits, qui dévoilent un peu quel était le scénario vraiment original du film, qui parfois a été maintenu, parfois non. Voyons pourquoi. Page 5 du scénario. Vous éviterez s'il vous plaît toute insistance sur le décolleté de la fille. Je crois que finalement il l'a mis quand même. Page 7 du scénario. Comme quoi ils attaquent dès le début. Vous éviterez de vous attarder sur la nudité pendant toute cette séquence de bain. Sarah. Et vous? Dommage. Page 14, celle-là elle est pas mal. Les caresses intimes d'Alfred sur la fille ne sont pas acceptables telles qu'elles sont décrites dans la scène 101. Donc est-ce que ça veut dire qu'Alfred devait regarder Sarah par le trou de la serrure pendant qu'elle prenait son bain et... Je ne veux pas imaginer ça. En tout cas, c'est intéressant et c'est révélateur de l'univers de l'acteur. Alors, je ne parle pas de ses affaires en cours, c'est pas le sujet de la vidéo, je ne veux pas en parler. Mais ce qu'il voulait mettre dans ce film aussi, outre un côté dérangeant que j'évoquerai après, c'est pas mal quand même d'allusions clairement affichées à la chose.
C'est très souvent le cas de toute façon lorsque l'on parle des vampires, que ce soit au cinéma ou à la télévision de toute façon. Il y en avait d'autres aussi sur le vocabulaire parce qu'il y avait plus de grossièreté qui était dite, et il y avait une interdiction absolue de montrer des gestes ambigus entre Herbert, le fils du comte homosexuel, et Alfred dans la fameuse scène qu'on verra tout à l'heure, où il était seulement autorisé qu'il essaye de le mordre, ça ils avaient aucune contre-indication. Par contre, il devait y avoir aussi des scènes d'attouchement entre les deux hommes, chose absolument proscrite du scénario final. Bref, Polanski n'a pas le final cut sur son film, et il l'aura encore moins après le tournage, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le tournage est d'abord prévu dans les Alpes, dans un château autrichien localisé à Brunico au nord de l'Italie, mais l'absence finale de neige à quelques semaines du tournage modifie considérablement le planning et le budget du film. Car oui, le bal des vampires sans la neige, c'est pas vraiment le bal des vampires. Un nouveau décor extérieur est trouvé dans les Dolomites, près d'une station de ski italienne, la contrepartie étant l'absence de château sur les lieux. Car oui, le bal des vampires sans le château, c'est pas vraiment le bal des vampires non plus. Les extérieurs du château seront reconstruits en studio à Londres, dans les studios de la MGM, et les scènes d'intérieur seront tournées à Elstree, un petit village d'Angleterre au nord de Londres réputé pour l'implantation d'autres studios de cinéma. Ce décalage de planning permet à Polanski de recevoir d'autres types de caméras, ce qui fait qu'il passe du 1.85, le format standard américain de l'époque, au format 2.35, Cinémascope, l'un des formats les plus courants actuellement au cinéma, qui utilise une lentille anamorphique pour étirer l'image sur la largeur lors des prises de vue. Ce format était en fait désiré dès le début par Polanski, mais refusé dans un premier temps par la MGM qui voulait contrôler le budget, mais qui finalement livrera à Polanski les fameuses caméras Panavision, bien que le tournage était déjà bien entamé. Les scènes d'extérieur ayant été filmées intégralement au format 1.85, ce qui représente un nombre important de scènes dans le film, Polanski et le directeur de la photographie n'auront pas d'autre choix que de prendre le milieu des images tournées et de les agrandir. C'est pourquoi les scènes d'extérieur paraissent plus granuleuses que le reste du film. Le bal des vampires est également le premier film en couleur de Roman Polanski, et l'entente avec son directeur de la photographie sera parfaite tout le long du tournage, ce dernier étant impressionné par l'ingéniosité de son metteur en scène et acteur, obstiné par les effets qu'il souhaitait obtenir à l'écran. Je prends un exemple, la fameuse scène du bal des vampires à la fin, durant laquelle nos trois héros se retrouvent face à un miroir alors qu'ils sont suivis par des centaines de vampires qui, eux, ne se réfléchissent pas. Polanski voulait ce plan, et ce plan a été fait avec une ingéniosité super simple, à savoir qu'il a enlevé le miroir, qu'il a mis les trois acteurs dans le miroir sans qu'il y ait le miroir, et qu'il a mis trois doublures dos à la caméra, et les trois doublures et les trois acteurs devaient parfaitement se synchroniser dans leur danse pour qu'on puisse n'y voir que du feu, ce qui a pris un certain temps. Au final, le tournage va être déplacé une dernière fois à Pinewood, les fameux studios de James Bond, car ils ont mis tellement de temps à tourner avec ces décalages qu'ils ont dû quitter les lieux pour laisser tourner les séries Chapeau melon et bottes de cuir et Le Saint qui ont été tournés là-bas. Ce qui fait quand même 6 mois de tournage au total, ce qui est long pour un film qui n'est pas prévu comme un blockbuster. Mais les problèmes arrivent vraiment à la projection test à Los Angeles avec les deux producteurs, Ransoff et Collet. La projection du film ne se passe pas bien. Ransoff, le faux ami depuis le début, n'aime pas le film et souhaite le remonter intégralement. Le producteur a en effet la réputation de laisser tourner à ses réalisateurs ce qu'ils veulent, et de refaire son film à partir de là, au moins pour le marché américain, soi-disant parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que le public européen de base. Le producteur fait couper 20 minutes du film, les plus humoristiques, car oui, sur 1h30 de film, il n'y a pas tant de scènes comiques que ça au final, mais j'y reviendrai. Il va même jusqu'à redoubler les acteurs, qui avaient un jeu trop loufoque pour lui, tel que Jackie McGowan, qui joue le professeur excentrique, avec la volonté de le rendre bien plus sobre. Et le bal des vampires, sans le professeur à bronzes tel qu'on le connaît, ça n'aurait pas non plus été le bal des vampires. Et pour compenser les 20 minutes qu'il va retirer qui privent le scénario d'une cohérence, on n'y comprenait plus rien, le producteur va créer un mini dessin animé qui va faire office de générique pour expliquer les scènes qu'on ne va pas voir et du coup dévoiler ce qui se passe dans le film en 1 minute 30. Si tu vois ce générique, même pas besoin d'aller voir le film, tout est résumé là-dedans. Alors évidemment, le film ne va sortir que dans quelques salles américaines, dans l'anonymat le plus complet, et Polanski va même vouloir enlever son nom du générique parce que du coup, il ne se reconnaît plus du tout dans ce film-là, mais son contrat lui interdisait formellement de le faire. Heureusement, le film va sortir aussi en Europe avec le montage original prévu par Polanski, et ce sera alors un grand succès, en particulier en France. On est revenu sur les origines et la création du film, maintenant, qu'est-ce que je pense du film Le Bal des Vampires? C'est parti pour la critique.
Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le bal des vampires, dommage pour vous, mais je compte sur vous pour y remédier si c'est le cas, le film parle de deux chasseurs de vampires en Transylvanie en plein hiver qui apprennent qu'il y a un château de vampires non loin de là où ils viennent d'arriver et du coup ils s'y rendent à la recherche de la fille de l'aubergiste qui les a hébergés qui s'est fait enlever en pleine nuit et se retrouvent prisonniers du château duquel ils doivent s'échapper avant d'être vampirisés à leur tour, vampirisation qui est prévue le soir du bal des vampires qui a lieu une fois par an qui comme par hasard est prévu juste le lendemain de leur arrivée. C'est ma sœur aînée qui m'avait montré ce film à l'époque et je devais avoir même pas 10 ans et j'avoue que j'ai plus flippé que ri. Et même aujourd'hui c'est mon ressenti parce que le film il est vendu comme une comédie. Il est né d'une volonté de faire rire pour de vrai alors que les films d'horreur faisaient rire par défaut. Alors que c'était pas désiré. Et il y a qu'à regarder la bande-annonce du bal des vampires, une bande-annonce que je trouve absolument ridicule, qui donne absolument pas envie de voir ce film-là, qui fait plus penser à un film cartoon qu'un film d'horreur, voire une comédie. C'est presque une arnaque en fait. On te vend un film pour cartoon pour enfants de bas âge, parce que franchement même à 12 ans je ne vais pas voir ça, et quand tu te retrouves dans la salle et que tu te retrouves devant une musique flippante, devant un film flippant alors que tu pensais voir une comédie, moi je dis il y a tromperie sur la marchandise. Les scènes d'attaque des vampires sont aussi flippantes, enfin surtout celle dans la baignoire, celle du début, qui n'a rien de comique, je vous promets, elle est flippante cette scène-là. Et le film Le bal des vampires a été projeté dans ma classe quand j'étais en 6e au collège, par une professeure qui a du coup demandé qui avait vu Le bal des vampires, j'étais le seul dans la classe à l'avoir vu, grâce à ma sœur qui a voulu me terroriser, merci. Ils m'ont tous demandé alors c'est comment Le bal des vampires, parce que Le bal des vampires pour eux ce serait un film d'horreur génial, ils s'attendaient à voir un vrai film d'horreur en classe, le truc que tu fais jamais. Et moi je leur ai dit ouais c'est bien, et puis à la fin de la projection je crois qu'il n'y en a aucun qui a aimé parce qu'ils étaient peut-être un peu trop jeunes finalement, et ils m'ont limite tous jeté des boulettes de papier parce que j'avais osé dire que c'était pas mal quoi. Cet exemple reflète parfaitement l'ambiance qu'il y a dans ce film qui n'est ni un film d'horreur, ni une comédie, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste Le bal des vampires. C'est un film avec une ambiance incroyable, tant visuelle que sonore. Rien que sur ce premier plan du film, t'as vraiment l'impression d'un côté factice où t'as l'impression que les collines s'ajoutent séparément à l'écran. Ça fait factice juste quelques secondes pour finalement donner une image qui est tout à fait vraie. Ça donne une impression en fait toujours menaçante où t'as l'impression que la moindre image que tu vois habituellement, tu vas la voir différemment ici. Parce que les images ne sont pas naturelles, la fluidité n'est pas naturelle et du coup ça devient tout de suite inquiétant. Il y a un malaise dans ce film. Les décors d'intérieur sont vraiment magnifiques. Aussi bien le château que l'auberge avec ce côté poussiéreux, vieux avec ses portes bien épaisses, et autant dans les décors que dans les visages des acteurs choisis, parce que mis à part nos trois personnages principaux et la serveuse qui se devait d'être sexy, tous les autres ont des visages assez difformes, assez flippants, un peu comme dans Nom de la Rose, vous voyez, si vous avez vu le film, ils ont tous des têtes pas possibles là-dedans quasiment. Si t'es pas un personnage principal, t'as été casté parce que t'as une tête un peu bizarre quoi. Regardez Kukol par exemple, le servant du château, qui de temps en temps sort du château, c'est le seul vampire, parce que c'est pas vraiment un vampire, c'est une espèce d'entre-deux, qui du coup cherche du sang frais pour son maître. Son visage, il a rien de comique dans cette scène-là. C'est même super inquiétant, c'est même super flippant la façon dont il regarde Sharon Tate, encore une fois paix à son âme, derrière sa fenêtre. Cette image m'a traumatisé. Et quand j'étais voir la pièce au théâtre, Kukol, donc ce personnage, se promène, quand il n'est pas sur scène, librement dans le public et il passe dans les allées nous voir et fait ouh, comme ça, juste à côté de nous. Je vous promets, j'étais pas bien. Même la scène comique du film, la scène référence du film, la scène entre Alfred et Herbert qui se termine par une course-poursuite dans le château. Cette scène-là, à partir du moment où il y a la poursuite, elle est rigolote, et limite rigolote sans qu'il y ait de malentendu et sans qu'il y ait de malaise. Mais pour arriver jusque-là, toute cette séquence
dans laquelle Alfred arrive dans cette chambre en pensant qu'il va retrouver Sarah parce qu'il a vu Sarah dans cette chambre 2 heures avant et qui rentre bien dans la chambre sans se méfier et qui se retrouve au fond dans la salle de bain face à Herbert alors qu'il sait très bien qu'Herbert est un petit peu chelou. Tu te dis mais comment tu vas te sortir de là? T'es foutu. Tu peux pas dire je me suis trompé, je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle est longue cette scène entre le malaise qu'il y a entre Alfred qui veut absolument partir et Herbert qui lui barre la route, qui l'en empêche sans en avoir l'air et qui le fait s'asseoir sur le lit à côté de lui. Tu sais très bien ce qui va se passer, mais ça met beaucoup de temps à arriver. Et c'est le seul passage, cette poursuite, avec quelques scènes dans l'auberge et la scène du ski. Et peut-être aussi la scène où il va libérer son maître qui est resté coincé dans la fenêtre parce qu'il avait complètement zappé qu'il était coincé là. Mais même ça a beau être drôle, c'est quand même inquiétant parce que du coup, tu te dis, il a laissé au moins une demi-heure son maître à la merci des vampires qui dormaient dans la crypte. Qu'est-ce qui se serait passé s'il est arrivé trop tard? Il se serait peut-être fait mordre alors qu'il était coincé, et tiens, et peut-être même que son maître serait devenu un vampire aussi, et qu'il se serait retrouvé absolument tout seul dans le château. Ça aurait été super glauque, mais j'aurais presque aimé voir ça. J'ai 3 autres exemples en tête, de scènes qui paraissent anodines, et qui paraissent pour des gags, mais qui n'en sont pas vraiment. La première, c'est quand ils arrivent au château, et que du coup, Alfred balance ses skis, pensant qu'ils en ont plus besoin, et que les skis se barrent tout seuls, jusqu'au bout de la forêt, et qui disparaissent de l'écran. Outre le côté comique des skis qui partent tout seuls, ça veut dire aussi qu'ils ont perdu leur seul moyen de transport et que du coup ils sont condamnés à partir autrement de ce château, voire de ne pas en partir du tout. Ça montre qu'ils sont prisonniers de l'endroit où ils vont être. Il n'y a plus que eux et le château. Juste après, quand il perd son gant alors qu'il veut escalader un mur et qu'il se rend compte qu'il est trop petit et que son gant reste coincé dans ce pic où il a eu de la chance de ne pas y perdre sa main, son gant, il est irrécupérable parce qu'il est trop haut et ce gant, il va finir son existence à cet endroit. Alors ça peut paraître comique, je sais pas si c'est fait pour être comique, mais moi l'effet que j'ai ressenti, c'est que le gant, lui, on sait ce qu'il va devenir, alors qu'Alfred et l'autre gant, on ne le sait pas. Le gant qui est resté là-haut, lui, au moins, il est en sécurité, il bougera plus. Il va rester planté là, mais au moins, lui, il sera pas mort par les vampires. C'est comme ça que je l'ai ressenti, ce gant qui va rester à un endroit inatteignable, que tout le monde va oublier, et ce gant, il va être là, il doit encore être là aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et enfin, la scène de la sacoche, quand la sacoche tombe du haut du château, parce que le professeur était tellement gelé par le froid qu'il n'a pas eu le réflexe de garder son sac dans la main. Et bah cette sacoche qui représente leurs armes, qui disparaît de l'écran parce qu'ils dévalent la pente, la sacoche, elle au moins, elle a réussi à se casser de ce château. Ce que eux ne feront peut-être jamais. C'est comme ça que je le ressens, alors qu'on pourrait se dire « Ah ah, c'est drôle, il a fait tomber la sacoche !» Mais c'est pas drôle du tout. Et puis même, toutes ces séquences qui sont censées être comiques, il y a toujours cette musique inquiétante qui est là de façon permanente. Donc tu peux pas te dire que c'est drôle alors que t'as une musique qui fait flipper à un moment où tu te poses la question de « Est-ce qu'ils ont voulu nous faire rire ?» C'est ce côté, les deux en même temps, qui donne un côté unique mais dérangeant à ce film, Le Bal des Vampires. C'est une sacrée expérience ce film, je ne peux que vous conseiller de le regarder même aux plus jeunes, même si ça va vous sembler bizarre, peut-être un peu long, mais il y a quelque chose dans ce film qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un goût de mort qui plane sur ce film, non seulement à cause du thème du film en lui-même, de la difficulté de le mettre en scène et de ce qui se passe après. Ça contribue encore plus à faire de ce film un film inquiétant, mais je vous encourage encore une fois à visionner ce film si vous l'avez jamais vu. Pour finir, je vous l'ai dit au début, mais ce film a eu le droit à une adaptation en pièce de théâtre, en comédie musicale en 2015 ou 2016, ou peut-être les deux, que j'ai été voir et qui était vraiment magnifique à regarder. Bien que je n'aime pas spécialement les comédies musicales, il y avait quelque chose d'incroyable dans la mise en scène, avec notamment cette maison, l'auberge, qui en fait pivotait pour dévoiler 4 faces. L'auberge, tu tournes, tu avais les chambres vues de côté, tu voyais tout ça en instantané, donc du coup c'était vraiment une scène de théâtre sur 2 niveaux, ce qui est assez rare et assez incroyable, dans un super éclairage, et quand tu tournais encore, tu avais le château et l'intérieur du château. Donc on te racontait vraiment l'histoire du film, alors avec des chansons cette fois-ci et une ambiance quand même plus légère, mais ce décor amovible sur 2 niveaux qui te donne vraiment l'impression d'être dans une maison, ou dans un château, ou dans une auberge, c'était vraiment bluffant. C'était incroyable, je vais vous en montrer quelques extraits. Je suis accroché. Ben aide-moi, mon garçon. Allez. Bon, allez, oublie ça, ça marche pas. Bon, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Tout seul? Ne fais pas ta mijaurée. C'est toi qui vas devoir lui transpercer le cœur.
Moi? Non, non, professeur, je vous en prie, tombez pas ça! Mais quel poule mouillé celui-là! Ouvre les cercueils. Les cercueils. Pense à la fille de Chagall. Enlève le couvercle! Dis-moi qui est à l'intérieur. Son Excellence! Bien, allez maintenant, ouvre l'autre. Alors? Ça, le fils! Bien, allez maintenant, tu ouvres la mallette. La mallette. Tu prends le pieu, le marteau. Tu vas commencer par le compte. Tu positionnes le pieu. Entre la 6e et la 7e. Compte exactement. Pas comme ça! Dans l'autre sens, triple buse! Tu t'y prends comme un manche. Attention. 1, 2, 3! 3! Je peux pas! C'est tout ce que je souhaitais vous partager sur Le Bal des Vampires, un film que j'adore mais que je ne regarde pas souvent à cause de tout ce que je vous ai dit, outre le côté dérangeant et le destin tragique de l'actrice et du coup de tout ce que ça va engendrer derrière, y compris pour Polanski qui légitimement ne s'en remettra jamais complètement. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce premier épisode de solo et duo au cinéma. J'espère que ce format vous aura plu, il y en aura bien d'autres parce que j'ai énormément de films que je me suis toujours retenu d'évoquer parce qu'ils n'étaient pas inclus dans des sagas. Et la prochaine fois qu'on se retrouvera sur cette partie de ma chaîne, ce sera pour parler du film Ça. En attendant, je vous remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo, de la partager si elle vous a plu, de mettre un commentaire, de partager votre avis sur ce film, de mettre un pouce bleu si elle vous a plu et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié ce travail. Et je vous dis à bientôt. D'ici là, comme je le dis souvent, prenez soin de vous. Ciao! Vous êtes assoupi? Mais vos doigts diaphanes sont gelés? Oh, maître, elle est... sa petite menotte est... J'ai cru que... Cette petite et si jolie main, mon cher ange, à ton doigt, je passerai bientôt là. Cette nuit-là, fuyant la Transylvanie subcarpatique, le professeur Abronsius ne se doutait pas qu'il transportait dans son traîneau un couple de ces créatures maléfiques. Grâce à lui, le mal qu'il voulait détruire allait enfin se répandre à travers le monde.